Fait que bonjour tout le monde, bienvenue au show du PDA, édition du 28 mars. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là, puisqu'on vous l'avait promis depuis un bon bout. Et je parle pas nécessairement de la venue parmi nous d'Hugo Bissonnette, même si on est bien content de l'avoir. Je parle surtout de Robert Belcoz, ex-arbitre qui a participé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Avant de présenter Robert plus officiellement, si Hugo est parmi nous ce soir, c'est que malheureusement Simon Blanchette est retenu au travail. Simon qui doit sauver le secteur bancaire ce soir. Et dans ma liste de candidats, ben, j'avais Hugo sur ma liste. Hugo a été le premier à dire oui, puis je suis très content que tu sois là, mon Hugo. Fait que, comment ça va? Ah, ça va bien. Je viens de finir ma journée de cégep. Fait que je reviens chez moi puis je parle de baseball. Une bonne journée. Parfait. Fait que pour les gens qui sont en live tout au long de notre entrevue avec Robert, n'hésitez surtout pas à vous poser vos questions. Je vais les transmettre. On va y aller comme ça. Pour les gens de diffusion, ben, too bad, vous avez manqué votre chance. Fait que Robert met officiellement la bienvenue au show du PDA. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Oh, parfait. Oh, attendez un petit peu, j'avais un bug de son, mais c'est déjà réglé. Euh, Robert, bon, le highlight de ta carrière, évidemment, c'est les Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Par contre, là, une carrière olympique, c'est après plusieurs et plusieurs années sur les terrains. Fait que de ton côté, là, en quelle année cette aventure-là a débuté, en fait? En fait, moi, je suis un petit gars de Trois-Rivières. J'ai commencé par établir ça. Et j'ai commencé à arbitrer à l'âge de 16 ans. Alors, très modestement, c'était mon job d'été. Et je me souviens très bien de ma toute première partie. Le terrain de baseball n'existe plus à Trois-Rivières. Ils ont construit des immeubles à appartements sur cet endroit-là. Et j'arbitrais une partie moustique sur les buts. C'était mon assignation à 10 heures le samedi matin. Et quand je me suis présenté là, l'arbitre du marge était pas là. Alors, j'ai dû, à ma première partie, OK, j'avais jamais arbitré de ma vie. Donc, j'ai fait le marbre. Ça a commencé comme ça, très, très, très modestement. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai fait des, des finales régionales, et puis après ça, bon, des finales provinciales, puis de fil en aiguille, comme ça, à chaque année, c'était toujours un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et puis, j'imagine il y a des gens qui ont trouvé que j'étais pas trop vilain. Alors, j'ai assez rapidement monté. Mais il faut dire qu'à Trois-Rivières, à cette époque-là, il y avait un environnement, c'est peut-être des noms qui commencent à être oubliés aujourd'hui, mais il y avait Jean-Marc Paradis qui était à l'époque à Trois-Rivières, qui arbitrait, mais qui était aussi très impliqué dans la fédération. Il y avait Émilien Côté qui avait arbitré chez les professionnels à la fin des années 50, début 60, et qui était lui aussi à Trois-Rivières. Il y avait un autre gars qui, lui, a été un petit peu plus connu parce qu'il a été commentateur sportif. Il était dans plusieurs émissions sportives. Qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Jean Denoncourt. Et Ça me dit quoi, ouais. ah oui, 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 il parlait assez fort, Jean, et puis il donnait pas sa place. Vous savez, les émissions de fin de soirée, là, où ils sont tous assis puis qu'ils discutent de ce qui s'est passé dans le match d'avant, tout ça, là. Il y en a eu toute une série d'émissions comme ça, et Jean était là-dedans. Et Jean s'occupait des arbitres aussi. Et ce trio de personnes-là s'occupait des arbitres et s'en sont vraiment occupés très, très bien. Ce qui fait qu'on a eu un très, très bon noyau d'arbitres. Et moi, j'ai évolué à travers ça. Évidemment, au fil du temps, il y a des gens qui ont changé. Et ce qui fait que j'ai commencé en 74. Et puis, en 1985, je fais grâce, là, vous fais grâce de toutes les étapes qu'il y a eu, là, mais il y a eu des championnats provinciaux, canadiens et tout ça. Et en 1985, il y avait à l'époque un match hors concours entre les Expos et les Blue Jays. Et Expo et Blue Jays, à cette époque-là, évidemment, ils jouaient un dans la Ligue américaine, l'autre dans la Ligue nationale. Alors, ils jouaient jamais l'un contre l'autre. Et à chaque année, il y avait un match hors concours, une année à Toronto, l'autre année suivante à Montréal. Et en 85, moi, j'ai été choisi. Et donc, c'était des arbitres amateurs qui faisaient ces parties-là, des gens de l'Ontario quand c'était en Ontario, des gens du Québec quand c'était au Québec. Et en 85, moi, j'ai fait ce match-là. On appelait ça la Coupe Pearson à l'époque. Et j'étais donc derrière le marbre.
Et il y avait trois autres arbitres avec moi. Puis au deuxième but, parce que lui, il est connu aujourd'hui beaucoup plus que moi, c'était Stéphane Crétier, Oh, qui oui. était l'arbitre du deuxième but. Évidemment, Stéphane a fait son chemin après dans d'autres domaines. On se connaissait très bien. Et ce match-là, au fil des ans, c'était devenu un peu pas ridicule, mais bon, les gens avaient perdu l'intérêt. Le match était à la télé d'habitude. Et les gens avaient perdu de l'intérêt parce que bon, il y a eu une année où les équipes avaient envoyé, ils changeaient les lanceurs, là, puis c'était rendu n'importe qui lançait, et ça avait été très critiqué. Et l'année où moi je l'ai fait, Mais ça, je m'excuse, mais ça, c'était pendant la saison, il y avait un 163e match qui était ajouté. ouais, Puis... exactement. Moi, dans mon cas, c'était au Stade olympique, 5-6 mai, ces dates-là. Et les trois premières manches, ils garantissaient que c'était les alignements réguliers. Alors moi, quand j'ai fait cette partie-là, Tim Raines était là. Et le match n'était pas à la télé. Et c'était dommage parce que c'était probablement le meilleur match qu'il y a eu de Coupe Pearson. On a eu 2 manches supplémentaires. Et on avait un couvre-feu parce que les équipes avaient leur match régulier à aller jouer. Et donc, ils avaient des avions à prendre. Alors, on savait quand on commençait que peu importe ce qui allait arriver, à telle heure, c'était la dernière manche et on n'allait pas en commencer plus tard. Et le match s'est terminé 3-3 après 11 manches. Et on a même eu un coup de circuit à l'intérieur de Reigns. Et ça, moi, j'ai pas vu ça souvent, là. J'ai arbitré des grandes quantités de matchs et des circuits à l'intérieur, j'ai pas vu ça souvent. Et je peux vous dire que, alors moi, j'étais au marbre, et donc, quand il frappe la balle qui roule dans l'allée jusqu'au fond, alors, lui, il court, là. Il court, là, puis il s'en vient pour le marbre. Et moi, je peux vous dire que normalement, dans le déplacement des arbitres, bon, le gars du marbre s'en va au troisième but. Et normalement, on a eu le temps de le voir venir quand le coureur passe, par exemple sur un trip, quand le coureur touche au deuxième but, on est déjà à peu près rendu au troisième but. Mais moi, je peux vous dire que quand je me déplaçais vers le troisième but sur ce jeu-là, Tim Raines était déjà complètement passé le deuxième but, là. C'était comme wow, ça roule pas mal vite. Alors, il y a eu des matchs comme ça. Et là, vraiment, c'est probablement, moi, je pense que comme partie derrière le marbre, c'est probablement ma meilleure partie. Et je peux vous dire que ces parties-là, même si c'était des parties hors concours, des arbitres qui ont passé avant, ça a gueulé. Il y a eu, il prenait quand même, c'est sûr que c'était un match qui avait pas d'importance, mais quand il joue sérieusement. Et moi, je sais pas si j'ai été chanceux, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de critiques, il y a rien eu. On a eu du plaisir sur le terrain et ça roulait, et ça a été finalement un très très bon match. Et c'était pour ceux qui se souviennent aussi de Michel Spinelli. C'était Michel Spinelli qui était le marqueur ce soir-là. Alors, c'était quand même une vraie grosse expérience. Et c'était en début de saison. Alors, quand on arrivait là, on n'avait pas fait 30 parties avant. Là. J'avais peut-être eu la chance de faire 4-5 parties hors concours, et puis c'était tout. Là. Alors, c'était vraiment une expérience fantastique. Alors, il y a eu ça, puis je pense qu'à cette étape-là, ça a vraiment établi ma réputation. C'est comme, regarde, il peut être derrière le marbre aux expos, avec les expos, les Blue Jays. Et d'ailleurs, cette partie-là, il y avait le lanceur qui était pour les expos, s'appelait Joe Esquette. Et bon, les plus jeunes, ça ne dira rien, mais Joe Esquette était dans le 3A et c'est lui qui lançait. Et il n'est jamais retourné. Alors, il a fait le match avec moi, il a fait un certain nombre de manches. Je me souviens plus exactement combien, là, peut-être 5 ou 6. Et ensuite, il a été remplacé. Mais Joe Esquette, qui était un lanceur du 3A, qui était là ce soir-là, n'est jamais retourné dans le 3A. Il est resté avec les Expos. Alors, c'était quand même une petite fierté pour moi de me dire, bon, ben regarde, le lanceur qui était là, c'est un lanceur des majeurs. Et après ça, il y a eu d'autres étapes. Il y a eu le championnat mondial junior, les youths, là, à Trois-Rivières, où là aussi, les circonstances font, il y a des excellents arbitres qui sont là. Et la finale devient une finale
classique, Cuba, États-Unis. Alors, il y avait un excellent arbitre cubain qui était là, Nelson Diaz, et qui a arbitré d'ailleurs plusieurs années plus tard une partie entre Baltimore et les Cubains. Ils avaient fait ça en début de saison et Nelson était avec un des Barack arbitres là. Obama, si je me souviens bien, qui était là. C'est-tu cette fois-là ou Je me souviens plus en quelle année c'était. Mais en tout cas, moi, j'arbitrais plus déjà à cette époque-là. Et Nelson était là, mais c'est le Nelson que j'avais connu à Trois-Rivières. Et il y avait un arbitre américain aussi qui était là, qui était excellent. C'était vraiment des arbitres. Là. Tu sais, tu te dis, si c'est dans ce championnat-là et que c'est cette personne-là ou celle-là qui va faire le marbre à la finale, t'es pas insulté parce que tu sais qu'ils sont vraiment très bons. Et cette fois-là, les États-Unis contre Cuba. Alors forcément, ce sera pas un Américain, ce sera pas un Cubain qui va être pendant le match, et ça a été un Canadien, et c'est moi qui avait été choisi. Alors j'ai eu ce match-là. Ce match-là était à la télé d'ailleurs, à la télévision 4 saisons à l'époque, et c'était Jean Saint-Onge qui était celui qui faisait la description de ça avec si je me souviens bien, Jean-Marc Paradis. Et donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un autre championnat qui était au Nicaragua, 93, qui était des qualifications pour les Jeux panaméricains. Alors, et ça, je raconterai pas d'anecdotes, je vais passer vite par-dessus ça, mais ça aussi, c'était un très, très gros championnat. Et les Jeux olympiques, il y a eu plusieurs autres assignations que j'ai eues internationales où je pouvais pas y aller à cause de mon travail, par exemple. Il y avait un championnat mondial junior youth là, à Windsor où j'ai décliné parce que je pouvais pas. Il y avait un autre championnat qui s'appelait l'America's Cup qui a été annulé. On était tous là, c'était dans l'Ouest canadien et ça a été annulé. Il y a eu un problème de financement ou je sais pas quoi. En tout cas, bref, puis vous étiez sur place, là. Vous étiez déjà dans Non. Okay. Non. On avait été assigné, c'est-à-dire que on était choisi, on savait qui allait là, et finalement le championnat n'a pas eu lieu. Et aux Jeux olympiques d'Atlanta, il y avait toujours pour les Olympiques les assignations, ceux qui étaient choisis. Et en général, s'il y avait un Canadien, on était content là aux Olympiques. Et à Atlanta, il y avait toujours une personne qui était nommée, ils appelaient ça first alternate, c'est-à-dire le premier substitut. C'est si jamais la personne qui est nommée pour aller aux Olympiques ne peut pas y aller, pour X raison, il est malade ou il arrive un accident, quelque chose, c'est celui qui est là. Mais on n'allait pas au jeu. Alors moi, au jeu d'Atlanta, j'étais comme le deuxième. Alors je savais que j'avais des bonnes chances que les jeux suivants, je pouvais être choisi, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs en 2000. Alors j'ai été choisi pour ce championnat-là. Et la beauté de l'affaire, c'est que comme c'était pas mon premier championnat international, là, j'en ai fait plusieurs, puis derrière le marbre et tout ça. Et alors, rendu aux Olympiques, il y a des arbitres que je connaissais déjà. Parce que j'avais arbitré avec eux à Trois-Rivières. Le Hollandais était à Trois-Rivières. Il y avait un gars de Détroit, Rick Fetchett, qui était un excellent arbitre. Alors, on avait arbitré, on avait eu beaucoup de plaisir au Nicaragua ensemble. Et quand on s'est revus aux Olympiques, c'était comme, oh wow, on avait déjà arbitré ensemble. Alors il y avait déjà aux Olympiques un sentiment de, regarde, on n'est pas... On n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles. On connaît l'autre, on connaît ses qualités et on se connaît déjà. On est déjà des amis, certains d'entre nous. Là. La question que je me demande depuis tantôt, puis en passant, Philippe Lamonteur m'a amené à l'ordre. Les Otlioles, c'était bien avant, c'était les Rays qui ont été sous l'ère Obama. Tu sais, je calcule 1974 versus la première game, mais la game en fait des expos, la Coupe Pearson, c'est seulement 11 ans d'arbitrage, là, c'est quand même c'est une progression qui est assez phénoménale. Oui. Et moi, j'arbitrais quand j'ai commencé à arbitrer dans le junior. À l'époque, les ligues, il y avait 2 ligues juniors, ce qu'on appelle les juniors élites. Je pense que ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Il y avait une ligue
pour l'ensemble du Québec, puis il y avait une ligue qui était Junior Montréal. Et les deux, traditionnellement, s'affrontaient comme dans une mini-série mondiale à la fin de la saison. Et quand j'ai fait le junior, à cette époque-là, moi, je n'étais pas à Montréal. Je suis arrivé à Montréal en 1990. Mais jusqu'à 1990, j'arbitrais à Trois-Rivières, dans la région là-bas. Et quand j'ai commencé à arbitrer dans le junior, j'étais plus jeune que les joueurs. Et ça, c'était pas facile, là. Les joueurs avaient un an ou 2 ans ou 3 ans de plus que moi, là. Alors, mais ceux qui s'occupaient des arbitres disaient non, il est assez bon, regarde, laisse-le là, il est capable de le faire. Mais c'est sûr que c'était pas nécessairement facile, là, parce que les joueurs sont plus vieux que toi, là. Plus facile si tu as 10 ans de plus. Si t'es 10 ans plus vieux que les joueurs, c'est plus facile, là. Mais bon, alors j'ai quand même progressé comme ça. Et en 1980, parlant de progression, Jean-François, donc en 74, je fais ma toute première partie. En 1980, je fais le championnat junior senior canadien qui est en Mauricie à cette époque-là. Et l'année suivante, 81, je fais les Jeux du Canada à Thunder Bay. Et alors, oui, la progression était assez vite, mais il y avait, ça vient pas tout seul, ça. Hein? C'est l'environnement qu'on a aussi. Hein? Moi, je suis assez modeste là-dessus. Oui, tu fais une bonne job, mais on apprend des autres aussi, là, avec qui on travaille et qui nous supervise et tout ça. Alors, j'ai profité de ça. J'ai été au bon endroit au bon moment. Faut dire ça aussi, là. Puis, j'ai toujours eu l'impression que le rajeunissement des arbitres, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que maintenant, si on regarde l'arbitre médian ou l'arbitre moyen au Québec, on parle de 16 ans puis une saison et demie d'expérience. Si on recule dans les années 80, est-ce que les arbitres au niveau amateur mineur étaient plus jeunes, mais plus vieux ou à peu près la même âge qu'on peut avoir maintenant? Moi, je dirais que ça ressemblait pas mal à ça. OK. Parce que moi, je me souviens, en Mauricie, certaines années, j'ai été le responsable des assignations aussi, là, pour le baseball mineur. Alors, je m'occupais de faire les assignations des arbitres. Et à l'époque, pour les meilleures ligues qu'on avait, par exemple pour le junior, junior élite et tout ça, on se disait notre prospect idéal, ce serait quelqu'un entre 23, 26 ans, quelque chose comme ça, qui a un certain nombre d'années d'expérience. Alors, ça, c'est le souvenir que j'en ai, mais il y avait beaucoup d'arbitres qui étaient jeunes aussi, là. Moi, j'ai commencé à 16 ans. C'était pas exceptionnel, là. C'était assez standard, je pense. OK, puis la question qui me titille aussi, est-ce que c'était à l'époque de la balloune, ça, ou c'était avant? Ça, c'était une très bonne question. Ouais, le plastron extérieur, Ouais. là, ce qu'on appelait le plastron à l'époque. Oui et non, c'est-à-dire que dans les majeurs à cette époque-là, c'était disparu ou c'était en train de disparaître. Je pense qu'il restait peut-être 2 ou 3 arbitres dans la Ligue américaine. La Ligue nationale, il n'y en avait plus depuis très longtemps, mais dans la Ligue américaine, il en restait. Et moi, quand j'ai commencé, parce qu'ils distribuaient ça d'ailleurs dans les parcs et tout ça, j'ai arbitré au moins 2 saisons avec un protecteur extérieur qui était gonflé. Et il y avait toute une technique avec ça. Et je suis passé avec au moins 2 ans. Ça devait être probablement en 76. En tout cas, pas plus que 77, où là, j'ai abandonné ça et j'ai pris le protecteur intérieur là, comme la majorité du monde. Mais il y avait beaucoup d'amateurs qui travaillaient avec ça. Parce que moi, je me rappelle, jeune, quand je jouais, il y avait quelques arbitres, là, des vieux de la vieille à ce moment-là. On parle de 1990-12 peut-être. Qui en mettait un, mais c'était plus gonflé à ce moment-là. C'était une espèce de padding. Le padding. En fond. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu ça sur la Rive-Sud en donnant un stage à un moment donné. Il y avait un des jeunes qui avait ça. Et bon, tous les autres avaient l'intérieur, mais lui, il voulait travailler avec ça. Puis c'était correct aussi. Et quand j'étais là, moi, j'ai fait, non, viens avec moi, je vais te montrer comment travailler avec ça. Parce que lui, il improvisait son affaire, mais il y a personne, parce qu'il y avait personne autour qui avait déjà utilisé ça. Alors, il savait pas comment le transporter. C'est le genre
ces protecteurs-là avaient une poignée derrière, une petite poignée vers le bas. Et la plupart des arbitres qui prenaient ça la première fois, ils prenaient la poignée comme ça. Ce qui est exactement qu'il faut pas faire. Cette poignée-là était pour juste transporter le matériel. C'était pas pour le tenir quand on est là, parce que si tu mets ton poing comme ça et que la balle arrive, là, il y aura beau avoir n'importe quoi, c'est fini, là, ta main va être cassée. Et là, j'y avais expliqué, je me souviens, je dis non, c'est pas comme ça qu'on tient ça. Tu tiens ça très haut sur le cou et les deux mains comme ça en dessous, sous le dessous, là, l'arête du dessous, pour le tenir comme ça, pour qu'il y ait le minimum de chances que tu te fasses atteindre avec ça. Et là, il me regardait, puis il disait, oui. Puis quand tu cours pour aller couvrir le premier but ou rentrer dans le terrain, voici comment tu le fais glisser. Parce qu'on le faisait glisser sur le côté, puis on tenait ça avec notre masque, comme ça, pour être capable de courir avec le masque et pouvoir faire, par exemple, je sais pas, un safe avec les deux mains, donc avec le masque dans la main gauche, et puis comme ça, et sans être... Parce que tu veux pas courir avec ça, puis marcher sur la courroie, puis tomber, là, c'est c'est le risque qu'il y avait. Mais je peux vous dire une chose, moi, les années que j'ai travaillé avec ça, moi, j'en avais un gros, là, genre professionnel qui était gonflé, mais je peux vous dire qu'une fois, là, j'ai eu une fausse balle sur l'épaule, et je l'ai senti... on les sentait encore plus à certains moments qu'avec un protecteur intérieur. Là. Ah, parce que ça, je le sais pas comme. Mais j'imagine que dans le temps, c'était normal, mais je regarde ça aujourd'hui, là, à plusieurs années plus tard, puis je me dis, là, jamais. Jamais en 2022, j'aurais le courage d'aller sur le terrain avec un objet comme celui-là. Mais, question. Vous couriez avec le gros plastron? Ben, c'est-à-dire que, par exemple, tu es derrière le marbre, évidemment, mais il y a des fois, tu sais très bien, il faut aller couvrir le troisième but, là. Il frappe, puis bon, il faut aller au troisième but, puis ça va être notre décision au troisième but, si le coureur continue. Alors, il faut se déplacer du marbre jusqu'au troisième but. Alors, t'as le plastron comme ça. Il faut l'enlever. On peut pas courir avec ça devant nous, là. Alors, on se penchait sur le côté comme ça et la courroie tombe. Alors là, le plastron glissait sur le côté et quand il était rendu sur le côté, là, on enlevait notre masque. En fait, on enlevait notre masque comme ça et ça descendait sur le côté. Puis un coup que le protecteur était rendu, la balloune, on appelait ça la balloune aussi, là, était rendu comme ça. Là, on mettait notre masque comme ça et là, on pouvait partir et aller au troisième but ou au premier, si c'est le premier qu'on couvrait, là. OK. Que j'avais mal compris, j'avais pas compris qu'il y a... Donc, il y a une grosse... Il n'est pas attaché sur nous, là. Moi, je pensais juste qu'on était derrière le marbre, là, se couler nos mains puis notre menton, et espérer qu'il va tenir. Non. Puis pour l'histoire, Hugo, là, c'est qu'il faut remonter ça à l'époque de... Voyons, je faisais son nom, Colin, En tout cas, c'est qu'il y a un arbitre dans la Ligue nationale. À l'époque, c'était deux staffs différents au niveau des majeurs qui, lui, ne croyait pas à la balloune. Pourtant, c'est Bill Clem. C'est Bill Clem ne croyait pas à la balloune. Fait que c'est devenu avec le plastron intérieur très rapidement dans la Ligue nationale. Puis c'est vers 1979-1980 que les arbitres de la Ligue américaine ont enfin eu le choix du plastron à utiliser. Puis c'est disparu comme 1988, possiblement. Les derniers, là, ça devait être dans ces années-là, à peu près, ouais. C'est ça, fait que là, tu avais deux zones de prise à un moment donné, c'est-à-dire qu'avec la balloune, ton positionnement était plus élevé, ce qui faisait en sorte que le bas de la zone était peut-être un petit peu moins défini. Ouais, c'était exactement la réputation des arbitres, la différence entre ceux de la Ligue nationale et ceux de l'américaine, c'est que la zone de prise n'était pas la même. Mais c'était probablement exactement ce que tu dis, Jean-François, parce que comme il y en avait beaucoup dans la Ligue américaine qui avaient la balloune. Alors, ils étaient plus hauts, donc ça donnait un angle différent. Donc, la zone de prise était peut-être pas définie exactement à la même place, ouais. Puis, tu sais, je regarde ça, puis maintenant, on casse les oreilles à nos arbitres pour travailler dans l'enclave, là, la fameuse slot. À quel moment ça s'est arrivé dans l'arbitrage? Parce que des fois, on regarde des photos d'époque où on a des arbitres qui pratiquement catchent derrière le receveur. Fait que... Ouais. Mais ça, oui, c'est up in the slot, là, comme on dit, là. Mais en fait, c'est que quand la formation Baseball Québec là, a aidé énormément, c'est qu'avant que la fédération que Baseball Québec soit créé comme fédération, puis qu'il y ait des programmes pour faire de la formation des arbitres avec des stages et tout ça, c'est vraiment ça c'est dans les années 70. Avant les années 70,
il y avait des arbitres, il y avait des gens qui connaissaient ça, tout ça, mais c'était pas structuré de la même façon. Alors, il y avait euh, toutes sortes de façons d'arbitrer parce que les gens apprenaient avec un, apprenaient avec l'autre. Et même aux Jeux olympiques de 2000, un des arbitres qui était là, qui était beaucoup plus âgé que nous autres, il devait être rendu passé 50 ans. Et je me souviens avec Rick Fetchett de Détroit, on était tous les deux dans les estrades. Puis lui est un bon technicien aussi. Et puis moi aussi, j'étais quand même, j'ai donné énormément de stages, alors j'étais un technicien aussi là-dedans. Et on le regardait arbitrer. Et là, Rick et moi, on se regardait, on disait, ça n'a pas de bon sens. Comment il peut faire? Puis là, Rick, il me regarde puis il dit, Bob, c'est tout est everything's wrong. Tout est tout croche. Ça n'a pas de bon sens, mais il donne des bonnes décisions quand même. Mais je veux dire, il faisait tout contraire à ce qu'on enseigne. Mais c'était comme ça. À l'époque, il y avait chaque arbitre un peu qui avait son là. Et le up in the slot, là, et puis lock in position, puis le up in the slot, ça, c'est vraiment quand Baseball Québec, entre autres, Peter Lepage, qui a été une personne très importante dans la formation des arbitres. Dans les années 70, Michel Spinelli va arbitrer chez les professionnels dans les mineurs aux États-Unis. Et d'autres, il y a eu d'autres Canadiens aussi, là, évidemment. Et alors, Peter Lepage, avec Mike Spinelli, entre autres, ils vont rapporter toutes ces connaissances-là et ils vont créer le programme à Baseball Québec. Et c'est comme ça que ce qui était enseigné dans les écoles professionnelles aux États-Unis vont l'être au Québec. Et malheureusement, à cette époque-là, ce qui va arriver, c'est, je pense, en 74, aux États-Unis, il y avait des arbitres comme Michel Spinelli qui avait travaillé dans les mineurs, mais l'année suivante, je pense que Mike a fait 1 ou 2 saisons, je me souviens plus là, et tous les Canadiens vont être mis à la porte, pas parce qu'ils sont pas bons. C'est arrivé à Jim Cressman. Ouais, Jim Cressman était dans le 2A, dans la Ligue Eastern, entre autres. Et Jim aussi va perdre sa job parce que les Américains ont adopté une loi qui disait que ils pouvaient seulement embaucher des étrangers s'il n'y avait pas d'Américains qui pouvaient faire la job. Alors, arbitre de baseball, il y en avait plein, puis ils ont mis tous les Canadiens à la porte. Ce qui fait que de 74 jusqu'à la fin des années 80, c'est simplement avec le libre-échange et tout ça qu'ils vont repermettre à des Canadiens d'arbitrer de façon professionnelle aux États-Unis. Alors, ce qui fait que moi je suis arrivé en 74 quand j'ai commencé à arbitrer. Alors, ça servait même pas, ça valait pas la peine de même aller s'essayer parce qu'il y avait aucune chance que tu sois sélectionné parce que tu étais Canadien. Alors, le mieux que tu pouvais faire, c'était les meilleurs circuits amateurs et tout ça. Mais pour revenir à ta question, Jean-François, c'est vraiment quand la formation de Baseball Québec avec Spinelli, avec Peter Lepage, avec tous ceux qui étaient là à l'époque, c'est vraiment là. Et moi j'étais beaucoup plus jeune qu'eux là. Alors et j'ai travaillé avec ces gens-là moi, à la fin des années 70 en devenant instructeur d'arbitre autour des années 80 et par la suite. Et c'est vraiment là que on a répandu ça partout. Si je me trompe pas, parmi ces noms-là, il y en a quelques-uns, sans dire que c'est tabou, ça a été touché pendant longtemps, mais qui ont agi pendant la grève des arbitres en 80, si je me trompe pas, où on a eu quelques Québécois là, qui ont fait des matchs ou quelques séries à Montréal. Il y a eu, je pense, c'est 79 où il y a eu une grève des arbitres et il y a des Québécois qui ont arbitré. Moi, j'ai pas touché à ça. Il y a eu d'autres occasions où il y a eu des grèves, où il y a eu très proche d'être des grèves. Moi, j'ai jamais touché à ça. J'étais pas intéressé à toucher à ça. Bon, j'ai des opinions là-dessus, mais moi, je serais pas allé me mettre le doigt là-dedans, personnellement, mais j'ai rien contre ceux qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour les raisons qui étaient les leurs. Michel Spinelli a fait des parties, entre autres. Il y a Émilien Côté qui en a fait aussi. Et mais tu sais, un gars comme Michel Spinelli, ben, je veux pas parler pour lui, là, mais Michel, lui, avait commencé sa carrière chez les pros, aurait probablement monté, parce que Michel avait du talent. Bon, il a été mis dehors juste parce qu'il était Canadien. Bon, les gars ont une chance d'aller faire
aller faire les parties puis montrer qu'ils sont capables de le faire. Alors, est-ce qu'on peut... moi, je suis pas prêt non plus, tu sais, à décréter un anathème contre eux autres, là. Regarde, c'est ça qui est arrivé. Alors, ils ont été là pendant un certain nombre de matchs en début de saison. Effectivement. Puis encore aujourd'hui, il y a quelques arbitres qui sont entrés comme SCAB, qui ont maintenant été intégrés au niveau du baseball majeur. Puis il y a toujours eu une tension dans les professionnels, tant aussi longtemps que ces gens-là étaient là. Peut-être que les derniers sont partis, mais dans les années 80. Je pense qu'il en restait un qui est parti, mais oui, ça c'est vrai, là, je peux vous en parler. Il y en a certains qui ont commencé comme ça puis qui ont resté là. Et pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, ils étaient, par exemple, 4 arbitres dans une partie. Alors, les 3 ne parlaient pas à l'autre, sauf si c'était sur le terrain pour une question uniquement de... Bon, il faut que les arbitres se parlent pour une question de décision, là. Non, c'était un boycott. Ça doit pas être très agréable à vivre, là, personnellement, là. Et même ceux qui sont allés, comme Émilien, comme Mike et d'autres qui sont allés, il y en a eu plusieurs là, qui sont allés, eux autres aussi, là, quand ils connaissaient des gens qui étaient arbitres là, c'est comme, c'était leur meilleur chum, et puis du jour au lendemain, ils adressaient plus la parole, là. Ouais, parce qu'on parle pas d'une époque où les arbitres du baseball majeur gagnaient dans les 200 000 en partant jusqu'à 500. On était moins que ça, pas mal, là. C'était moins, mais non, il gagnait quand même pas mal, là. À cette époque-là, je dirais 79, là, faudrait vérifier. Mon souvenir, moi, il devait, à l'époque, déjà être autour de 150 000, là, quelque chose Ah, ok. comme ça. Oh, c'est plus que je pensais. Oui. Et c'est pour ça que, bon, là, on peut faire toutes sortes de discussions sur qui est syndiqué, qui est un travailleur, qui ne l'est pas, et tout ça. Je n'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans. Mais non, ils étaient pas mal payés. Regarde. Mais ça, c'est leur monde à eux, hein. Les professionnels, là, Ligue nationale, Ligue américaine, on croise ça, hein, quand ils vont jouer là-dedans, là, you're in the show. C'est ça. Ils sont dans le show. C'est ça. C'est un autre monde. Et puis, comme on n'est pas régulier là-dedans, regarde, on n'est pas dans cet univers-là, hein. Puis au niveau du baseball amateur, sachant que le professionnel est une chasse gardée des Américains à ce moment-là, comment on fait pour se faire voir à partir du Québec au niveau international puis être connu, alors que, bon, les médias de masse sont beaucoup moins présents que ce qu'on connaît maintenant. La circulation de l'information est peut-être moins en temps réel. Fait que comment on peut partir de Trois-Rivières, par exemple, puis être connu jusqu'à un point de faire du baseball international? Ben, c'est les championnats nationaux, les championnats canadiens. Alors, il y a les superviseurs qui étaient là. Si je prends, par exemple, moi, un des superviseurs que j'ai eu, la première fois que le baseball était aux Olympiques, c'était un sport de démonstration, c'était en 84 à Los Angeles. Et il y avait un arbitre canadien qui était là qui s'appelait Dave McManus, si je me souviens bien. Est-ce que c'est Dave ou c'est un autre de BC? En tout cas, Dave est allé aux Olympiques. Et mon souvenir, c'est que c'était en 84. Et en 89, à Trois-Rivières, moi, quand je fais ce championnat-là, on est plusieurs arbitres du Québec et de l'Ontario, du Canada, et plus des arbitres étrangers. On est quand même un bon groupe. C'est Dave qui est le superviseur. Que moi je ne connais pas plus que lui me connaît. Alors, on se fait voir de cette personne-là. Cette personne-là nous choisit, mais lui a fait de l'international. Les gens qui sont souvent dans ces gros championnats-là, c'est parce qu'ils ont fait de l'international. Alors, connaissent l'autre. Et c'est comme ça qu'on se fait voir. C'est vraiment d'accéder dans un championnat canadien. Et moi, si j'avais un conseil à donner à un jeune arbitre qui commence, et moi, j'ai appliqué ça dans ma progression. Moi, j'aimais arbitrer, là. J'avais du plaisir à arbitrer. On n'a jamais fait ça pour l'argent. Et comme disait l'autre, regarde, je connais pas un arbitre là, qui s'est mis riche à faire ça, là. Okay? Il y a un dédommagement parce que, bon, faut bien, là. Mais moi, à chaque année, je me disais, bon, cette année, j'ai fait un championnat régional. Bon, ben, l'an prochain, j'aimerais ça si je faisais une marche plus haut, peut-être un provincial.
L'année d'après, regarde, j'ai pas fait la finale au provincial. Bon, ben, l'année d'après, si je pouvais être dans un provincial puis faire la finale au moins. C'était toujours une marche à la fois. Pas essayer de monter les marches 5 à la fois, ça arrivera pas. Alors, moi, c'était vraiment ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Une petite marche à la fois. Et à partir du moment où on accède au championnat canadien, il y en a quand même beaucoup de championnats canadiens, là. Tu sais, le senior, le junior, le midget et tout ça. Alors, il y a quand même pas mal d'assignations qui vont se faire. Et, en général, elles se font de façon très correcte. Là. Toutes les provinces peuvent participer. Alors, quand on accède à ça, c'est là c'est le temps de se faire voir par les superviseurs. Puis, moi, si j'avais un autre conseil à donner aussi, et moi, j'ai appliqué ça toute ma vie de baseball, c'est il y a ce qu'on fait sur le terrain. Mais quand on arrive dans les grosses compétitions, les bonnes compétitions, normalement, ils prennent les meilleurs arbitres. Alors, tu te retrouves avec plein de bons arbitres. Alors, il y a le terrain, mais il y a aussi à l'extérieur du terrain. Et ça, il y a beaucoup d'arbitres qui ont du talent, qui ont peut-être négligé l'extérieur du terrain. Quand on est superviseur dans un championnat, bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent parce que il y a les téléphones cellulaires et tout ça, là, mais jusqu'à l'an 2000, il n'y avait pas beaucoup de téléphones cellulaires pour tout le monde. Mais quand on était dans un championnat, le comportement à l'extérieur du terrain est très important. Le superviseur, il supervise ce qui va être sur le terrain. Il n'a pas besoin de s'occuper des niaiseries qui sont dans les estrades. Alors, tu sais, moi, si j'allais dans un championnat et j'avais mon superviseur, il savait, OK, et moi, des fois, les arbitres s'assoyaient 5-6 ensemble et puis ça tourne au party. Ha, 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 ba, pa, 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 pa. Puis là, ils sont dans l'estrade. Les gens savent que c'est des arbitres et là, ils se font voir. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Bon, être assis avec un autre arbitre, c'est correct, là. Mais moi, ce que je faisais, j'allais voir le superviseur, je disais, regarde, moi, là, je suis là, j'arbitre pas, mais je suis dans le stade, je suis dans les estrades. Je vais être du côté du premier but en haut là-bas, tranquille. Alors, je me tenais loin des spectateurs. Je me tenais tranquille. Mon superviseur savait toujours où me trouver. Parce que s'il arrive un accident, puis il faut faire un changement quelconque, c'était pas, ben voyons, il est où, lui, là? Ah non, il est parti au restaurant, tout ça. Regarde. Moi, je me tenais tranquille dans les estrades et je m'assurais que le superviseur savait toujours où j'étais. Et si je m'en allais, avant d'aller au restaurant à l'extérieur, par exemple, du site, j'allais voir le superviseur, je disais, OK, Don, moi, je m'en vais manger. Je m'en vais avec Steve, on s'en va manger. On devrait être revenu vers à peu près 1h30. S'il y a quelque chose, aujourd'hui, encore plus facile, tu as ton cellulaire. Fait que, mais tu laisses savoir où tu es. Alors, s'il cherche quelque chose parce que il s'est passé quelque chose sur le terrain, puis que le superviseur veut vous passer un message de regarde, ce qui vient de se passer sur le terrain, je veux pas voir ça de personne, ben, il sait où te trouver. Alors, c'est toujours de faire en sorte que tu es impeccable sur le terrain, puis là, un bon arbitre, c'est aussi un arbitre chanceux. Hein. Faut dire ça aussi. Là. Regarde, c'est Émilien Côté qui disait ça, puis il avait tout à fait raison. Mais faut être impeccable aussi en dehors du terrain. Alors, le comportement, moi, j'ai vu des arbitres scraper leur carrière parce qu'ils faisaient des niaiseries dans les estrades. Alors, ils n'auront pas l'assignation parce que l'autre est plus capable de le voir. Tu sais. Alors, il y a le terrain, puis il y a l'extérieur du terrain aussi. Ouais, il y a une question de confiance, puis moi aussi, malheureusement, j'en connais qui ont tout bousillé à l'extérieur. Puis, tu sais, c'est intéressant comme discussion parce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on tente d'enseigner aux arbitres qui vont être aux Jeux du Québec, comme Hugo, par exemple, cet été. C'est-à-dire, sois là, sois fier d'être un arbitre. Ayez votre coton ouaté du PDA, notamment, que j'essaie de vendre en ce moment. Sauf que, c'est restez low profile dans ce que vous faites, puis n'oubliez jamais que vous représentez la fédération. Puis ça, c'est quelque chose qui est utile, oui, autour du terrain, mais toute la vie, cette espèce d'attitude-là de professionnalisme, si on est capable de l'inculquer à des jeunes puis à des moins jeunes, de 15, 16, 17 ans des fois, mais au moins le baseball t'a permis d'emmener ça. Mais pas que je suis content, mais je trouve ça intéressant d'entendre que c'était un enjeu il y a déjà 30 ans, 40 ans. Ah ouais, ouais.
Absolument, oui, oui, oui. Moi, je me souviens d'un arbitre qui avait du talent, là. Lui, c'est encore pire. Il l'a fait donne un exemple, je nommerai pas le nom, là, mais c'était à Trois-Rivières. Alors, le gars arbitre, il est au premier but, et puis tout à coup, vous connaissez probablement le stade de Trois-Rivières, là, qui est un beau stade, un bel endroit où arbitrer. Et alors, entre les manches, comme on fait souvent, là, on marche un petit peu sur la ligne, puis on revient. Bon, lui, il a trouvé une plume d'oiseau par terre, qui est sur le terrain. OK, sur le long de la ligne de premier but. Il a ramassé la plume, puis il l'a mis sur sa casquette. Le superviseur, qui était Dave le voit. Dave, parce qu'il était en public, il s'est retenu. Il est en furie. Non, mais regarde-moi donc l'autre nono avec sa plume sur sa casquette. Puis après ça, il y a un peu plus tard, dans une autre partie, le gars est dans les estrades. Et il y a un arbitre, c'était Boisjoli, son nom de famille, Jean Boisjoli, qui est au marbre. Et Jean Boisjoli arrive quelque chose. Et tout à coup, la partie arrête et il y a un espèce de moustique qui lui est rentré dans l'œil et il voyait plus. Et ça a pris un certain temps avant que, il revienne et tout ça. Et il souffrait, là. C'était vraiment pas drôle. Et l'autre arbitre, qui est dans les estrades, il se penche comme ça. Ah, there's nothing. Dave entend ça, le superviseur. Il est en furie après. Il dit, non, mais show some compassion. Puis là, alors, lui, là, il avait énormément de talent. Il a scrappé sa carrière avec 2 niaiseries, une dans les estrades, puis une sur le terrain. Alors, regarde. Alors ça, c'est important. Il y a la job à faire, puis c'est important. Et puis l'autre chose que je dirais aussi, c'est on fait notre réputation comme arbitre, puis ça, c'est une vérité générale, on fait notre réputation comme arbitre derrière le marbre. Ouais. Quand on parle des anciens arbitres, on dira jamais, vous remarquerez, on dira jamais « Ah, lui, c'était un bon arbitre de but. » Non. Si on dit que le gars, c'est un bon arbitre, on pense pas au but, on pense au marbre. Et c'est tout se passe là. Une décision manquée sur les buts, ça va arriver un jour, mais on va vous la pardonner probablement beaucoup plus facilement qu'une décision importante manquée au marbre. Là. Et au marbre, tout part de la zone de prise, hein, et de la constance de la zone de prise. Si vous êtes capable d'établir ça comme arbitre, vous établissez votre autorité. Puis à partir du moment que votre autorité est établie, c'est ça qui va vous permettre d'être capable, quand vous parlez aux joueurs, aux coachs, aux entraîneurs, de les calmer si ça devient plus excité un peu. Mais si ta zone de prise est pas là et que tu performes pas là-dessus, tu seras pas capable de les mettre à leur place parce qu'ils te respectent pas comme arbitre. Puis pour avoir une zone de prise constante, puis reconnue par le monde, parce que les joueurs, là, ils sont pas nonos, là. Ils le voient, là, quand tu es en dehors de la zone, puis ils voient, tu sais, les gars sont de côté. Les spectateurs le voient dans l'estrade aussi pas mal. Les 2 catchers le savent, tu sais, c'est assez facile, là. Mais ça, pour avoir une bonne zone de prise, c'est la concentration. Et en général, quand on perd on manque des lancers, c'est très, très, très souvent un manque de concentration. C'est qu'on a été distrait un tout petit peu, on n'est pas resté focus sur le pitch et c'est essentiellement ça. Il peut y avoir d'autres choses, là, techniques, mais c'est ça. Alors, pour moi, là, ça a toujours été ça. Ça passe par la zone de prise, c'est ça qu'il faut réussir, c'est la première affaire. Un coup que ça est réussi, tu as une crédibilité, tu es capable de leur parler, tu es capable de leur dire quand, OK, c'est correct, là, ça suffit, on est rendu là, on tolérera pas ça, mais tu vas pouvoir établir le reste de ton autorité sur le terrain, mais ça part de la zone de prise. Si t'as pas ça, regarde, tu pourras pas aller tellement loin. Ben, c'est souvent ce que je dis, c'est que la meilleure gestion de match, c'est de prendre les bonnes décisions à la base, puis certaines conditions s'appliquent, disait-on, mais un arbitre qui est efficace dans ce qu'il fait, il va avoir moins de plaintes par rapport à son travail qu'un arbitre qui est plus hasardeux un soir donné. Lui, peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de gestion.
Oui, exactement. Puis, il y a tout l'aspect contrôle de match aussi, parce que si vous, un jour, j'imagine, Jean-François, tu l'as probablement déjà fait, si tu le fais pas, même encore aujourd'hui, mais quand on est responsable des assignations des arbitres, quand on est le booker, là, comme on dit en bon français, euh, je vais vous dire, moi, ce qui se passe, là. Quand arrivent les matchs serrés, c'est la fin de la saison, puis c'est le match qui va peut-être décider de qui va finir premier et qui va finir deuxième, où on est rendu dans les séries. Les coachs, là, puis les gérants d'équipe, ils téléphonent le booker, puis là, c'est comme, ils veulent pas celui, là, qui est si fin que ça, là. C'est comme, hey, là, c'est une partie importante, là. Envoie-moi, là. Hey, ça me prend quelqu'un qui est capable de gérer le match, là, qui est capable de garder le contrôle. OK? Parce qu'il redoute, tout le monde essaie de tricher, entre guillemets, un petit peu, là, de tirer à couverture de son côté. Mais les arbitres qui vont demander à la fin, pour les matchs importants, ils demanderont pas le nice guy qui dit jamais un gars puis qui laisse aller la partie. Et ils en veulent un qui est un petit peu méchant aussi, là. Ça aussi, fait qu'il faut correspondre à ça aussi un petit peu. Faut pas devenir un dictateur sur le terrain, là. Faut rester raisonnable. Mais il y a des moments où il faut mettre ses culottes, comme on dit. Et ils aiment pas ça sur le coup, surtout si c'est contre eux autres. Mais sur le moyen puis sur le long terme, c'est ça que les entraîneurs vont apprécier. Est-ce que c'est la même chose au niveau international ou c'est un événement qui se joue sur quelques semaines habituellement ou tu sais le baseball puis Hugo en parlait un peu avant qu'on commence où tout se joue clean un peu, c'est-à-dire que la télévision est là, personne ne fait de spattage. Est-ce que les assignations vont être données selon des paramètres qui sont similaires à ce qu'on voit durant la saison ici au Québec? Oh, quand on arrive au niveau international, là, on arrive dans un autre univers, OK? Et la culture qu'on a au Canada, au Québec, qui est essentiellement la même, la culture de baseball qu'on a, qui est la même qu'aux États-Unis aussi, on parle le même langage, on voit les mêmes affaires. Mais quand on sort, et puis là, on a affaire à d'autres choses. Et les gens qui s'occupent du baseball au niveau international, les gens qui peuvent se retrouver, en tout cas à mon époque, ceux qui se retrouvaient, par exemple, responsables en charge d'un championnat, c'était pas nécessairement, à mon sens, à moi, les personnes qui auraient dû nécessairement être là. Et là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver. Et à ce niveau-là, rendu là aussi, il y a de la politique. Il y a de la politique qui n'est pas tellement de la politique sur les arbitres, il y en a un peu, forcément, mais il y a de la politique entre les équipes, entre les comités qui vont gérer les protèges et tout ça. On le voit là. Est-ce que ça pourrait être autrement? Probablement pas. Mais moi, par exemple, aux Olympiques, je peux vous dire une anecdote. Aux Olympiques, quand j'avais fait le Nicaragua, il y avait 2 arbitres américains qui étaient là. Il y avait moi comme Canadien, 2 Américains, puis le reste des arbitres, il y en avait un de Panama, un du Mexique. Il y avait quelques pays comme ça, mais c'était essentiellement des arbitres locaux du Nicaragua qui étaient là. Et c'est Rick Fetchett qui a fait la finale au marbre dans ce championnat-là. Et alors c'est sûr que quand et moi j'étais au 2e but, puis le gars du Panama était au premier but à cette partie-là. Et quand on se revoit aux Olympiques, ben, moi dans mon Rick Fetchett il est à la retraite aujourd'hui là, de l'arbitrage, évidemment, mais il est vraiment très fort. Écoute, quand je le voyais arbitrer, moi je faisais hey boy, OK. Lui, il passe avant moi, c'est sûr, là. C'est comme il est vraiment très fort. Et alors, quand on arrive aux Olympiques, moi je me dis quand je vois Rick qui est là, ouais, OK, il y a du stock là, il y en a des maudits bons avec Gus Rodriguez qui était là, Gustavo. Avec qui j'ai été très, très, très copain pendant les Olympiques, qui était le superviseur aux Olympiques, les derniers au Japon. Oui, il superviseur est encore actif à le WBSC. Et alors, quand on est là, on arrive là aux Olympiques et Fetchett, je me souviens, Gus est là et en même temps. Et Fetchett me dit, Bob,
pense pas que personne de nous autres va faire la finale. Là, je regarde Ray, je dis, pourquoi tu dis ça? Non, regarde, oublie ça. Ni toi, ni moi, ni Gus. Regarde, aucun de nous autres, on va être là à la finale. Mais je dis, pourquoi tu me dis ça? Non, regarde. C'est un tel qui est là, qui est responsable de ça, tout ça. Et je peux te dire, ça va probablement être lui qui va être à la finale. Et, et effectivement, c'était ça. La finale au marbre de la partie d'or. C'était remarquez que les Américains jouaient là contre les Cubains. Alors, ça aurait pu éliminer les Américains aussi. Mais regarde, c'était écrit dans le ciel avant même qu'on arrive. Là. Et le gars, je pense que c'était ses 5e Jeux olympiques. Okay. Bon, c'est probablement moins démocratique dans ce pays-là que chez nous. Chez nous, c'est pas la même personne qui va aux Olympiques de fois en fois. Alors, tu fais face à des réalités comme ça aussi. Là. Alors, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Puis y a-t-il l'aspect de la langue qui rentre en ligne de compte? Si on a 2 équipes asiatiques, par exemple, est-ce qu'on va tenter d'avoir un arbitre sur le terrain qui est capable de communiquer minimalement comme il faut avec une des 2 équipes, puis de s'arranger avec l'autre, ou l'anglais finit par être compris à peu près partout? Oui et non. Aux Olympiques, par exemple, il y avait un match où c'était Corée-Japon et il y avait des arbitres donc de la Corée, il y avait un arbitre du Japon. Qui était un gars très drôle. Et il y avait un arbitre chinois, Chinese Taipei, là. Et quand il y a eu la finale, pas la finale, mais cette partie-là, qui était une partie importante, là, Corée et Japon, ils ont mis l'arbitre chinois là. Probablement parce que ça avait du sens, là. Probablement parce que sont habitués de jouer des tournois régionaux dans les qualifications et tout ça. Alors, ils ont fait ça. Et entre les Chinois et les Japonais, ils arrivaient quand même à se comprendre, même si c'est pas tout à fait la même langue. C'est un petit peu comme une mauvaise comparaison, là, mais l'italien et le français, on arrive à se comprendre quand même un peu, là, même si on parle pas la même langue. Alors oui, il y avait de ça, mais sur la langue, moi, je peux te dire, si vous voulez, des vraies anecdotes, moi, j'ai fait l'erreur de ma vie, l'erreur de ma vie, façon de parler, mais au championnat à Trois-Rivières. Parce que après le match des Expos que j'avais fait en 85, je savais que j'avais, à partir de la performance que j'avais fait là, que j'avais des bonnes chances d'être sélectionné pour aller faire du baseball international, que ce soit les Jeux panaméricains ou d'autres choses, ou n'importe quoi d'autre. Et éventuellement. Alors, moi, j'ai pris des cours d'espagnol. Entre 85 et 90, j'ai pris des cours d'espagnol. Et quand je me suis retrouvé à Trois-Rivières au match, la finale, Cuba-États-Unis, grande erreur que j'ai fait. Et je parlais de temps en temps au receveur. Et il savait que j'étais pas très bon en espagnol, là, mais assez me faire comprendre, là, OK? Et alors, ce que le catcher faisait, à partir du moment qu'il savait, quand il était pas content, et à Cuba, il entraîne les catchers pour faire ça, OK? Le catcher, au lieu de renvoyer la balle comme ça au lanceur, il fait quelques pas en avant du marbre avant de la relancer, puis là, il fait... Là, il gueule quelque chose que personne ne comprend. Mais en fait, il gueule contre toi, l'arbitre, parce qu'il est pas content de peu importe quoi, là. Alors, évidemment, toi, t'es dans son dos. Tu peux pas le charger comme ça. Et il sait que tu comprends. Et ce match-là, la finale a été à la télé. Et il nous avait demandé, il y avait un monsieur qui se tenait en arrière du premier but, en arrière de l'arbitre du premier but, entre les manches, et il passait des publicités. Il disait, recommencez pas la partie, tant que les publicités sont pas finies, on est à la télé. Et pendant tout le tournoi, on faisait 5 pitches, pac, 5, on recommence. On y va. On faisait pas 8 pitches, là. On y va. Alors, tout le tournoi était comme ça. Puis, rendu à la dernière partie, j'explique au catcher en espagnol. Non, attends. Lui, il fait ses 5 pitches. Il envoie ça au lanceur. Puis, ouais, on recommence. Puis moi, je fais, non, espérez. OK, puis j'explique qu'il y a des publicités à la télé, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on attende un petit peu, puis il y a un monsieur avec une serviette blanche là, en arrière, puis quand il lève la serviette, c'est qu'ils ont fini.
Lui, il comprend pas. La télé, là, à Cuba, là, à cette époque-là, il n'y a pas de publicité, là. Il comprend même pas l'idée de, il y a un commercial à la télé. Euh, et lui, il pense que je suis vraiment niaiseux de pas recommencer la partie. Alors, alors il commence à pas m'aimer trop, là, si tu veux. Et là, il sait que je comprends. Alors là, et là, quand je suis allé au Nicaragua, en 93, je me suis dit, plus jamais je vais me faire prendre comme ça. Ils ne sauront pas que je parle espagnol. Alors, j'ai arbitré juste en anglais. Et à un moment donné, c'est l'Argentine qui joue et la balle est sortie, je sais pas, une fausse balle. En tout cas, elle est pas revenue, la balle est pas revenue sur le terrain. Puis le lanceur, il est là, il est sur la butte, puis il cherche, il n'y a pas de balle. Alors moi, je le vois, je m'aperçois que la balle est pas revenue pour X raison. Alors je prends une balle, puis j'y monte, puis là, je lui crie No tiene! Là, il fait signe, non, j'en ai pas. No tiene, c'est t'en as pas, t'as pas de balle. Alors, il fait signe que non. Là, je renvoie la balle. Et là, tout à coup, le lanceur, il est venu les deux yeux comme ça. Hein? Habla espagnol? Et moi, je le regarde, je fais un petit sourire. Et là, et là, j'ai entendu les joueurs sur le terrain, je comprenais assez. L'arbitre, il comprend l'espagnol. Faites attention à ce que vous dites, il comprend l'espagnol. Et j'ai plus jamais reparlé un mot d'espagnol. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal plus efficace de pas leur parler, justement, dans leur langue. Ils s'attendent pas nécessairement à ce que tu parles leur langue, mais que s'il arrive un petit quelque chose, qu'il y ait un petit doute. En cas d'urgence, briser la vitre. Ouais. Ben, Et anecdote pour anecdote, rendu aux Olympiques, un des coachs de l'équipe de Cuba, c'est le gérant qui est là, il était coach à Trois-Rivières, avec l'équipe de Trois-Rivières. Et lui, le premier match que je fais où il y a Cuba, on est tous les arbitres, alors tout le monde, il nous présentait et tout ça. Alors, comme dans toutes les parties de baseball, on est là. Et là, l'arbitre canadien, là, il me regarde. Moi, je le reconnais, là. Je le sais, c'est qui. Et lui, il doit se souvenir de Trois-Rivières. Ils ont perdu en finale, là. Et là, il me dit, t'as déjà fait des parties avec nous autres. Moi, je regarde, je fais non. Non. Là, il me regarde, il y a 2 points d'interrogation à la place des yeux. Puis là, il se dit, c'est pas lui. Mais il me semble que c'est lui. Et là, il est reparti, mais tu sais, il est pas assez sûr. Et là, je me suis dit, si tu penses que je vais commencer à te parler en espagnol avant que la partie commence, je sais trop bien à quoi ça va servir plus tard, si jamais il y a une occasion. Alors, non, je ne ferai pas ça. Alors, question de langue, regarde, c'est un élément, puis quand tu fais le baseball international, faut savoir comment dealer avec ça aussi. Non. Évidemment, tout le monde parle anglais ou presque, mais même ceux qui sont tu sais, que ce soit des latinos, la plupart vont parler anglais, mais et même les japonais, il y en a plusieurs qui parlent anglais, là. Puis dans un événement comme les Jeux olympiques à Sydney, est-ce qu'il y avait un service de traducteur ou on s'arrangeait avec les moyens du bord? Non, on avait des interprètes qui venaient. Alors, par exemple, si on faisait un match, là-bas, ils présentaient les arbitres. Avant les joueurs, ils commençaient par les présentations des arbitres. Alors, ils nommaient notre nom avec notre pays, puis il fallait s'avancer tout seul, ce qui était un peu bizarre, parce que d'habitude, on était 4 arbitres, tu rentres les 4 ensemble, puis ils nous nomment, mais là, ils nous présentaient, puis les gens nous applaudissaient. Tu sais. C'est Robert Belrose, Bob Belrose, Canada, les gens applaudissaient, là. T'avançais, il fallait quasiment saluer. Il faisait ça pour les 4 arbitres. Et par exemple, si on avait une partie avec les Chinois, puis 2 langues qu'on parle pas, il y avait un interprète qui venait. Il était à côté de nous autres. Et là, on expliquait les affaires. Et s'il y en a un qui comprenait pas, l'interprète qui était là était capable de traduire de l'anglais vers les autres langues. Alors, c'est l'interprète. Mais ça, c'était au règlement de terrain, là. OK. Puis s'il y avait des argumentations pendant le jeu, l'interprète ne venait pas, là. Non, moi, j'ai pas vu ça. Mais pendant le jeu, on était comme on dit en bon français, on était micé. Moi, c'est la première fois que j'arbitrais avec un micro sur moi, là. À l'époque, les arbitres américains, eux autres, ils faisaient ça dans le collégial américain. Alors, on avait un micro qui était derrière, ici, là, avec la ceinture à l'arrière de nous. Alors, ce qui fait que tout ce qu'on disait
il y a quelqu'un en haut qui l'entendait. Et il y avait aussi, alors, si le coach venait nous dire quelque chose, il nous entendait. Si on parlait au catcher, il y a quelqu'un qui nous entendait en permanence, là. Alors, mais au moins, on le sait. Et puis, il y avait des caméras aussi par exemple, dans le deuxième coussin. Dans le deuxième coussin, si quelqu'un volait le deuxième but, il y avait sur le côté du coussin, il y avait un objectif avec la caméra pour pouvoir avoir des images comme ça. Et il nous disait à nous autres, aux arbitres, assurez-vous devant le coussin, quand vous arbitrez ces buts, d'enlever parce que, tu sais, s'il y avait un petit peu de terre devant, il n'y avait plus d'image. Alors, il y avait ça dans les coussins. J'ai pas revu ça. Il y avait des affaires bizarres. Il y avait un écran qui était dans le champ centre, un peu surélevé, qui était un peu quasiment dans le batter's eyes, là, qui avait pas vraiment de sens. Et les caméras, et eux autres, ils passaient la reprise de chaque pitch. Après chaque pitch, ils le repassaient sur l'écran. Là, on faisait, si, balac, ça n'a pas de bon sens. Et ça, on n'a pas été capable de les convaincre d'arrêter ça, là. Mais le problème qu'il y avait avec ça, c'est que ce qu'on voyait, puis c'était les caméras de télé d'ailleurs, mais contrairement au baseball professionnel où les caméras du champ centre sont au niveau du sol là, pour avoir la zone de prise, là-bas, c'était très, très haut, là, c'était peut-être 40 pieds, peut-être même 50 pieds. Alors, il y avait un angle incroyable. Et ça, c'était pour tous les arbitres, quand tu regardais l'arbitre qui rendait sa décision, tu disais, OK, c'est une bonne décision. Tu regardais la reprise du pitch et c'était comme, oh boy, il y a une drôle de zone de prise. Mais c'était l'angle qui donnait cette impression-là. Et aux Olympiques, à Sydney, tous les jeux, par exemple, il arrivait quelqu'un qui glissait au deuxième, un sweep tag ou peu importe, là, il repassait la reprise. Alors, il y a des joueurs, les joueurs le comprenaient, ils le voyaient ça aussi. Alors, il y a des joueurs, des fois, le jeu est un peu serré. Au lieu de commencer à chialer, ils se tournaient et regardaient. Ah ben non, c'est la bonne décision. Ils disaient rien. Ah, mais ça, c'est fatigant, la caméra dans le but. Oui, c'est fatigant. Regarde, on n'était pas content de ça, mais c'était ça. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, regarde, tu regarderas la reprise, là, tu vas voir que j'ai raison. Mais c'était un petit peu too much, là. Les deux arbitres américains m'avaient dit à l'époque, m'avaient dit, Bob, si ça arrivait aux États-Unis, là, on n'irait même pas sur le terrain avant que ça soit éteint. Mais il dit, ici, on ne sera jamais capable de faire ça. Puis tu sais, quand on parle des Jeux olympiques et tout, est-ce que le tournoi se déroulait sur les 2-3 semaines que durent les Jeux ou vous étiez sur une seule semaine? Non, on a été là plus de 2 semaines là, au total. Même les arbitres australiens, eux autres, étaient là. Il y avait des parties hors concours avant qu'on arrive. Eux autres, ils ont fait ces parties-là. Nous, on est arrivés pour le début du championnat. Mais aux Olympiques, il n'y a pas de justice entre les sports. Hein. Il y a des sports où, si tu es officiel, par exemple, on a eu des officiels de gymnastique qui ont habité au même endroit que nous. Alors, nous, ça fait déjà une semaine qu'on est là. Et là, arrivent les dames, les femmes qui sont les juges pour la gymnastique. Alors, on les voit au petit restaurant à côté d'où on habite. Puis on lui dit, vous êtes arrivés, vous êtes aux Olympiques. Ouais, bon, vous êtes là jusqu'à quand? Ben là, ils ont dit, on fait ça, là, puis dans 3 jours, c'est fini. On dit, oui, mais vous êtes là jusqu'à quand? Elle dit, non, on prend l'avion après. Alors, elle, là, elle venait pour les Jeux, faisait leurs Jeux olympiques. Ça durait comme 3 jours, à peu près, là. Peut-être même 2, là, je ne sais pas trop. Et bing, bang, c'est fini, ils reprenaient l'avion et ils s'en allaient. Nous, le baseball, c'est qu'on avait un tournoi, puis ensuite, il y avait un classement, il y avait une journée de congé, et ensuite, il y avait des séries. Alors, on avait 2 semaines de jeu. Ce qui est pas vraiment pas tous les sports qui a ça, là. Alors, nous, on était là très longtemps. Alors, on était là avant que les jeux commencent, pour les cérémonies d'ouverture, pour les matchs, journée de congé, les éliminatoires. Puis après, moi, je suis revenu peut-être 2 jours avant que les Jeux finissent. Là. J'ai vu les cérémonies de fermeture de chez nous, de la maison. C'était un choix ou les billets étaient comme ça?
Non, non, c'était comme ça. OK. Oh non, on n'avait pas le choix parce qu'il y a tellement de monde qui arrive pour les Olympiques, c'est que ta place dans l'avion, tu changeras pas, Ouais. tu changeras pas ton C'était bien billet, beau là. avoir des vols nolisés, mais. Oh non, non. Et quand on rentrait là, quand on arrivait le matin vers 7 heures du matin, à peu près, après un long vol, on passait par Los Angeles. Et quand on arrivait là-bas, il y avait quelqu'un qui nous attendait, un de nos chauffeurs, et il nous amenait, bang, on s'en allait c'était un gymnase, je me souviens plus de l'endroit, là, et on était là, ça avait été transformé en grand vestiaire. Alors, on arrivait là, et il disait, non, non, vous venez avec nous. Et là, on rentrait dans cette salle-là, et il y a quelqu'un qui mesurait nos manches, nos jambes, notre taille, nos épaules. Il mesurait tout et c'était notre costume des Olympiques qui était fait sur mesure, qui était livré le lendemain. Alors on passait à ça tout de suite en arrivant. Alors, et là, c'était un feu roulant. Puis pendant les Olympiques, le transport en commun était gratis à Sydney. Alors, on pouvait prendre des autobus comme on voulait, n'importe quand. Et il y avait une foule de monde incroyable en ville. Le soir, nous, on était dans la ville parce qu'il y en a qui étaient logés très loin de la ville. Mais le soir, c'était un jeu son et lumière avec des lasers et tout ça au-dessus de la ville à tous les soirs. Ah, il y avait une ambiance incroyable, juste faire partie prenante des jeux. Et comme on avait des chandails à l'extérieur et les gens nous reconnaissaient. Alors, ils savaient que vous faites partie des jeux, vous êtes dans quelle discipline et tout ça. Et les gens nous parlaient spontanément dans les autobus et tout ça. Là. C'était vraiment quelque chose. Même moi, ils m'ont demandé des autographes. J'ai raconté la petite histoire quand on était allés. Et j'ai failli créer un incident diplomatique ce soir-là parce que la dame, on était allé avec Gus Rodriguez. Euh, il m'avait dit, écoute, est-ce que ça te tente? Il y a un bateau qui fait la croisière. C'était un souper en même temps dans la baie de Sydney. Alors, avec le pont et tout ça, le soir, Ouais, c'est magnifique. l'opéra en arrière, dans ce À coin-là. l'opéra OK. et tout ça. Oui, oui, exactement. La place. Et il dit, on va là avec ma femme et puis sa mère. Ça te tente-tu de venir avec nous autres? Ben, j'ai dit, OK, super, je vais y aller, certain. Alors, on va là et c'est un souper, mais entre les services, il y a plusieurs services, là, et entre les services, c'est des chanteurs de l'Opéra de Sydney qui chantent des morceaux. Et ils sont plusieurs. Et une des dames qui est là, une des cantatrices, elle vient à notre table, elle vient nous parler, elle voit bien on est probablement pour les Jeux olympiques. Elle nous demande, vous êtes dans quoi? Alors, je me souviens plus qui a répondu, mais oui, oui, au baseball et tout ça. Ah, j'étais à la partie de baseball cet après-midi. Ah, mais j'ai dit, mon souvenir, c'est Gus, il dit, il était au premier but, lui. Elle dit, ah, vous étiez l'arbitre au premier but. Ouais, ouais, ouais. Alors, on lui explique d'où on vient de ça. Et la dame a son billet encore. Puis là, elle me demande, signez mon billet, s'il vous plaît. Et moi, j'éclate de rire, là. Et il demande la chanteuse d'opéra, qui est probablement connue à Sydney, qui me demande à moi là, une autographe. J'ai éclaté de rire. Je suis parti à rire. Et la dame était mais vraiment fâchée. Là. Elle était vraiment pas contente. Et là, j'ai fait, oh merde, j'étais en train de me mettre les deux pieds dedans. Là. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, I'm not a star. J'ai dit, vous autres, les chanteurs, vous êtes des stars. Dans mon livre à moi, là, c'est comme ça. Moi, je suis pas un star, mais je dis, on va faire une affaire. Je vais signer le billet, mais moi, je veux, parce qu'ils vendaient un CD aussi, OK. des morceaux qu'ils faisaient. J'ai dit, je veux le CD avec les vrais stars, les signatures de toutes les stars. Alors, elle dit, OK, parfait. Elle est allée faire signer tous les chanteurs. Elle m'a remis le CD. Et là, elle a pris le CD. Puis, elle l'a embrassé. Puis là, elle a laissé son rouge à lèvres dessus. Et là, Gosse à côté de moi était plié en deux. Il disait, ouais, il dit, tu vas avoir des problèmes quand tu vas revenir à la maison. C'est le genre d'affaire qui arrive pas souvent à Actonville. Non, non, c'est ça. Non, et puis l'affaire, ma conjointe était pas avec moi à Sydney. Puis quand à l'époque, on s'était dit, c'était une affaire un peu extraordinaire, mais le hasard des fois, on s'était dit, si jamais je vais aux Olympiques, Joanne a dit, je veux y aller, je veux aller voir ça. Elle dit, garde, j'irai.
Et quand ma conjointe travaillait à Radio-Canada, là, est à la retraite aujourd'hui, mais la journée, quand j'ai eu les Olympiques, elle avait une grosse assignation à Radio-Canada où elle allait travailler en Irlande et en Europe pour presque 2 semaines. Ouais, un bon 2 semaines. Même un petit peu plus que 2 semaines. Et avec un journaliste connu et tout ce que vous voulez. Et quand moi, je partais pour Sydney, alors je suis allé à l'aéroport, je prenais l'avion pour Los Angeles en route pour Sydney, et ma conjointe est venue à l'aéroport avec moi parce qu'elle partait genre une demi-heure de différence, et elle prenait son vol pour s'en aller à Dublin, en Irlande. Alors, on est allés tous les deux dans le même taxi à l'aéroport. Elle prenait son avion pour Dublin, puis moi, je prenais l'avion pour Sydney. Puis elle a écouté les cérémonies d'ouverture où elle savait que j'étais là, mais elle a vu ça en Irlande, à la télé. Alors, Joanne n'est pas venue, ma conjointe n'est pas venue aux Olympiques, alors qu'on s'était toujours dit que non, mais là, elle ne pouvait pas refuser l'autre assignation non plus. Alors, il y a des hasards comme ça. Et le stade de Sydney, il n'y a plus personne qui peut le voir parce qu'après les Jeux, le stade a été démoli. Tout simplement. Ça avait été construit, le stade a été construit seulement pour les Jeux. Mais c'est souvent ça, les JO, puis quoi que... Bon, on parle un peu vite, mais au Paname, à Toronto, ils ont bâti un stade seulement pour les Panames également. Là. Fait que c'est souvent ça le problème avec ces événements-là, c'est la durabilité de tout ça. Puis, Hugo, je sais que, là, genre 10 minutes, t'es levé pour poser une question, puis on t'a coupé le sifflet, là. Fait que, même si c'est dans hors sujet, vas-y, là, on s'excuse, on s'est emballé. Ouais. Ah non, il n'y a pas de problème. Ben, moi ma question, je l'ai un peu abordé avant le show, mais les arbitres, comment vous étiez traités? Est-ce que vous aviez les mêmes privilèges que des joueurs? Est-ce que la nourriture et le logement, ça, j'assume que tout était fourni, mais est-ce que vous aviez, exemple, des accès privilégiés à la ville? Vous aviez le transport en commun, mais est-ce que vous aviez accès à d'autres activités? Ou comment ça se passait? Oui, c'est-à-dire que non, on était très bien traités. On était logés dans une université, c'était des résidences d'étudiants. Et alors donc, on mangeait là-bas, on couchait là, et c'était en ville. Donc, c'était très facile. On sortait, puis on pouvait prendre l'autobus, puis aller en ville très facilement. Mais notre passe, parce que quand on arrivait, non seulement ils prenaient nos mesures pour nos vêtements, mais il faisait notre passe pour les Jeux. Et notre passe avait des codes sur la passe et notre passe nous permettait de rentrer à certains endroits et pas à d'autres. Alors, par exemple, tout ce qui était baseball, on partait avec notre passe, mais on rentrait, on avait nos places. Et dans le stade de Sydney, on avait nos places dans le VIP en haut. Les joueurs, je ne sais pas comment les joueurs étaient traités, mais nous, écoute, on était vraiment bien là, dans les vestiaires. On avait les télés sur tous les matchs de baseball. Alors que, par exemple, si on était, puis on l'avait aussi, il y avait à Blacktown, c'était à peu près 25 km, là, quelque chose comme ça de Sydney. C'était l'autre petit stade là où il y avait de la place pour 5000 personnes. Mais même là, dans le local des arbitres, dans le vestiaire des arbitres, on voyait les matchs qui se déroulaient en direct. Là. Alors, on avait des feeds qui n'étaient pas nécessairement ce qui était présenté à la télé, là, mais c'était les feeds vidéo des parties. Alors, on voyait nos copains où ils étaient rendus dans la partie et tout ça. On avait ça dans le vestiaire des arbitres. Mais oui, non, on était bien traités, là. Et on avait une allocation de dépenses aussi pour le temps des Jeux. Alors, c'était très correct, là. On avait de quoi, on pouvait, on n'a pas fait des milliers de dollars avec ça, là, loin de là, mais je pense qu'on avait quelque chose comme au total, là, quelque chose comme 800-900 dollars australiens à l'époque, là. Et c'était comme notre allocation. Mais on a eu plein de cadeaux. Je me souviens qu'on avait reçu, à l'époque, les gens portaient encore des montres, là, parce que le monde n'avait pas nécessairement de cellulaire pour avoir là. Ils nous ont donné des montres Swatch qui étaient un commanditaire des Jeux. Ça valait, je me souviens plus combien, là, mais c'était des belles choses. Là. J'ai 110 en tête là, dans les articles là, ou une chose. Oh, ça se peut, au moins, oui. C'était quelque chose comme ça. Et oui, et puis à l'époque, il y avait à l'époque de faire un téléphone international, c'était pas comme aujourd'hui, c'était plus compliqué, mais il y avait la compagnie Samsung, entre autres, où il y avait en ville à Sydney, il y avait un endroit, puis si tu étais
dans les Jeux olympiques. Tu pouvais aller là, prendre le téléphone et c'était gratis. Ils te donnaient, je me souviens plus combien, je pense 15 minutes ou 10 minutes pour pouvoir appeler ta famille si tu voulais. Il y avait des choses comme ça, il y avait toutes sortes de choses. Puis au niveau de la sécurité, mais c'est les derniers jeux avant le 11 septembre, ce qui fait en sorte que par la suite, tout a été resserré autour des athlètes et des participants. Fait que c'est comme les derniers jeux de la naïveté, là, finalement. Il y avait de la sécurité parce qu'à Atlanta, il y avait eu un attentat aussi. Puis Mexico plusieurs années avant aussi. Là, oui, mais Atlanta, il y avait eu la merde à Atlanta. Il y avait eu une bombe centre-ville. Et ce qui fait que nous, quand on rentrait, on était fouillés. On était tous les arbitres dans le même van là, qui arrivait avec notre chauffeur et ils ouvraient tout. Ils ouvraient le capot de la voiture, ils passaient un miroir en dessous des autos, ils ouvraient les coffres, ils ouvraient nos sacs. Ils nous demandaient d'ouvrir nos sacs. Puis si dans nos sacs, on avait... moi, j'avais toujours mes chaussures dans un autre petit sac. Là. Il fallait ouvrir ça, leur montrer qu'il n'y avait rien dedans. Et c'était comme ça à chaque fois. À chaque entrée, il fallait montrer patte blanche. Là. Ah, ok, je pensais pas que c'était aussi... oui. Oh, non, c'est... Il n'y a pas eu d'incident là-bas, mais disons que... moi, ça me rassurait. Je trouvais que c'était pas mal mieux, là. Ouais. Ouais, puis il y avait eu... il y avait rien eu de majeur, mais je sais que c'est le mouvement aborigène en Australie qui faisait des revendications au même moment. Avec Cathy Freeman et compagnie. Est-ce que c'était quelque chose qui était visible en ville lors des Jeux? Oui. En ville, oui. Il y avait une présence, puis... mon souvenir, c'est qu'aux cérémonies d'ouverture, c'était justement ça. Il avait choisi quelqu'un pour souligner la présence des Autochtones. Là. Puis en Australie, c'était un peu comme au Canada. Hein. C'est un sujet très sensible là, aussi. Mais l'ambiance là-bas, c'est que les Australiens, ils étaient très, très, très nerveux avant les cérémonies d'ouverture. Et c'est comme ils avaient peur de manquer leur coup. Et ils avaient comme peur de pas être à la hauteur. Et moi, nous, ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était là. Je disais, mon Dieu, tout est tellement parfait que je comprenais pas pourquoi ils s'inquiétaient. Puis quand il y a eu les cérémonies d'ouverture, puis que tout a bien fonctionné, tout ça, on voyait le lendemain que tous les Australiens, c'était « Ouf, wow, on a réussi » et puis on a montré au monde que non, on est là, puis que on assure, là, tu sais. Non, ça, c'est... Il y a quand même beaucoup d'émotions autour de tout ça, hein. Tout à fait. Je te regarde même au niveau... j'ai le line-up sous les yeux. Là. Je vais le faire peut-être à l'écran là, pour les gens qui nous écoutent. Là. Vous, messieurs, vous ne le verrez pas. Mais il y a plusieurs joueurs de l'équipe américaine là, qui ont fait les ligues majeures là, par la suite. Fait que c'est... Oui, c'est des bons joueurs. Là. C'était des joueurs du 3A à l'époque là, qui étaient là. Abernathy a joué un peu dans les ligues majeures. Wilkerson, c'est-tu Brad Wilkerson? Écoute, je suis incapable de te le dire. Okay. Mais tu sais quoi, on peut retrouver ça sur le site de l'IBA, là. Okay. On peut retrouver ça. Mais tu sais que des joueurs qui ont fait les majeurs, même à Trois-Rivières, le catcher qui est au championnat youth à Trois-Rivières, là, les 18 ans, le catcher des Américains, c'était Greg Zahn, qui a joué pour les Blue Jays longtemps, qui a été commentateur sportif. Pour les Cubains, Ordóñez, qui a été arrêt-court pour les Mets de New York. Ray Ordóñez. Oui, mais lui, il jouait pour les Cubains. Il a fait défection quelques années après, et puis il a refait son chemin pour aller jouer. Alors, même à Trois-Rivières, des joueurs, si tu regardes les line-up de ces équipes-là, il y en a plusieurs qui ont joué. Et non, il y avait... et les Japonais à ces jeux-là, c'était les meilleurs joueurs japonais, donc qui jouent professionnels. Et les Japonais, les lanceurs japonais, c'était extraordinaire. Moi, j'ai eu un plaisir fou. Écoute, la différence de vitesse entre la fastball et le change-up, c'était incroyable. Moi, j'avais jamais vu de différence aussi grande que ça dans quoi que ce soit que j'ai arbitré. Puis on avait, il y avait la reprise sur chacun des pitchs, mais il y avait aussi à chaque pitch la vitesse des lancers qui étaient affichés dans le champ à l'époque. Et les Japonais lançaient réguliers
94, 95, 96, il se tenait là-dedans. Là. Il n'était pas dans 90 000 à l'heure. Là. Il était plutôt 95 et plus. Là. J'ai même vu du 97 là, pendant ces parties-là. Et le catcher des Japonais était incroyable. Là. Il ramassait tout. Là. Il n'y a rien qui passait. Écoute, si la balle rebondissait par terre puis que par hasard, elle arrivait puis qu'elle me touchait un petit peu, le catcher était toujours là. Oh, sorry. Il s'excusait. C'était incroyable. Je disais, non, pas de problème, regarde. Il n'y a rien là. Écoute, t'es tellement en sécurité derrière ces catchers-là que, écoute, ça aide ta job aussi, là. Tu sais, pour moi, en tout cas, c'est comme dans le mieux de ce que j'ai fait avec les expos, là, Blue Jay. Puis, j'ai checké l'alignement aussi. Il y a des joueurs là-dedans. Je l'ai montré à l'écran il y a quelques instants pour les gens qui nous écoutent. Côté lanceur américain, j'en vois quelques-uns sur le line-up. Ty Oswald qui a fait la pluie puis le beau temps avec les Astros avant qu'il triche. Ben Sheet avec Milwaukee qui a eu une excellente carrière. Le grand gaucher John Rauch qui a lancé un peu pour les Expos puis qui a fait fureur ailleurs par la suite. C'est pas piqué des verres non plus côté alignement. Et surtout le gérant Tommy Lasorda. Exact. À qui j'ai serré la main plus qu'une fois. Puis en entendant l'accent, lui qui a un background montréalais assez intéressant, là, il a dû faire des liens. Mais Tommy, anecdote, puis Reggie Smith, qui était aussi un des coachs, si tu regardes celui qui s'appelle Smith, là, c'est Reggie Smith. Et ils ont fait... moi, j'étais un petit peu mal à l'aise de ça, mais avant... je vous raconterai pendant les parties là, le peu d'échanges que j'ai eu avec Tommy Lasorda. Mais avant ces matchs-là, il y a eu une journée où ils nous ont invité une cérémonie justement à l'Opéra de Sydney, là, parce qu'il y a l'Opéra, là, l'édifice emblématique là, que tout le monde connaît. Et à l'intérieur de cet édifice-là, il y a des salles, il y a toutes sortes de choses. Et ils nous avaient invités dans une salle pour une cérémonie qui était pour le baseball et tout ça. Et il y avait Reggie Smith et il y avait Tommy Lasorda qui était là. Et nous, les arbitres, on était invités. Et bon, il s'était adressé au monde et tout ça. Et là, les arbitres, je te dirais que les trois quarts des arbitres sont allés à côté de Reggie Smith puis de Tommy Lasorda se faire photographier. Et moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'étais là, j'étais un des arbitres du tournoi. Puis moi, non, tu sais, c'était un petit peu comme groupie, là. Ouais. Puis moi, je me disais, non, tantôt, je vais être sur le terrain avec eux autres, là. On va pas aller faire le petit chien qui fait la belle là, devant parce qu'ils sont connus puis que c'est des vedettes puis que c'est des stars, c'est sûr là. Mais moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'étais un peu mal à l'aise d'avoir les autres. Certains arbitres, ils ont pas tous fait ça là, mais certains ont fait ça. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise de ça. Mais Tommy Lasorda, les parties que j'ai faites, partie au marbre que j'ai faites, ben, celle du line-up là. On avait eu un tout petit peu de pluie et puis bon, on a fini par finir la partie malgré ça. Et c'était à la fin du tournoi là. Et quand on est sorti, mais quand j'ai arrêté la partie et tout ça, bon, il y a Lasorda qui a fait, regarde, je pense que c'était une bonne décision de l'avoir arrêté puis de l'avoir repris après. Mais je dirais que le plus beau compliment que j'ai eu aux Olympiques, c'est pas Tommy Lasorda. C'était correct avec Tommy Lasorda, là. Mais c'est un coach qui s'appelait Murphy. Et ce gars-là a été coach à Notre-Dame aux États-Unis. Et les deux arbitres américains m'avaient raconté son histoire, ce gars-là. Puis eux autres m'avaient dit, regarde, lui, là, ils ont dit, fais bien attention à lui parce que tu sais jamais. C'est le meilleur gars au monde. Puis ils me l'ont présenté en dehors du terrain, tout ça. On a eu une petite conversation et tout ça, un gars charmant et tout ça. Et ce gars-là, avant de devenir coach à Notre-Dame, il couchait dans son char. Et l'équipe de Notre-Dame était complètement dans la cave. Et lui, il a réussi à convaincre quelqu'un de là-bas à Notre-Dame de l'engager comme coach, puis qu'il allait remonter l'équipe. Puis il avait dit, si vous me faites confiance, vous me donnerez un contrat pour l'an prochain, je vais le faire pour presque rien. OK? Et ils l'ont embauché. Et le gars a remonté l'équipe. Je me souviens plus s'il avait gagné cette année-là ou pas, mais l'année d'après, il a signé un contrat comme coach pour $1 million. Oh, OK. L'année d'après. L'année d'avant, il couchait dans son char. OK? Et
Rick et puis Gus, eux autres, ils l'arbitraient dans la NCAA. Et ils m'ont dit, lui, là, il a dit, t'as vu comment il est sympathique et tout ça, meilleur gars au monde. Mais ils ont dit, lui, là, c'est le pire sur le terrain. Le pire de tous ceux à qui on a affaire aux États-Unis. Il dit, lui, là, il va rentrer avec une mitraillette te tirer s'il est pas content. Il dit, c'est épouvantable. Il disait, fais bien attention. Regarde, il a l'air bien fin comme ça. Fais attention. Et, alors moi, j'ai fait un match avec son équipe. Alors lui, il coachait pour la Hollande, si je me souviens bien. Alors, on fait un match et ça a été une partie... je me souviens plus si c'était contre le Japon. En tout cas, toujours est-il, il est du côté du premier but. Et on fait le match et tout ça. Je fais mon match. Moi, j'ai une grosse plate. Tu le sais quand tu as fait une bonne job le soir. Et quand je ressors... Et son équipe perd. Là, il perd assez serré, là, un petit score. Et quand je ressors, on passait par le premier but quand on sortait là. Alors, je repasse là et lui est dans le dugout. Il a eu toute la partie. Et il est peut-être, je sais pas, 20-25 pieds de moi, puis il me regarde. Et puis là, Murphy me regarde, puis il fait « Hey! » Comme ça, en voulant dire « Une petite bonne job. » Et ça, je dirais, moi, aux Olympiques, mon meilleur souvenir est probablement celui-là d'un gars que je sais qui est dans des ligues quand même pas mal sérieuses aux États-Unis, qui est comme une espèce de légende dans le collégial. Et je fais sa partie, il perd la partie, mais il est quand même le gars assez honnête pour dire « Hey, toi, là, en arrière de la plate, t'as fait une maudite bonne job ce soir. » Tu sais. Alors, moi, je te dirais que ça, j'ai plus de plaisir avec cette anecdote-là que juste d'avoir arbitré Tommy Lasorda. Là. Mais remarque, c'est quand même spécial. Tu es sur le terrain puis tu vois le gars, tu le vois à la télé normalement, et là, c'est le coach de ta partie, là, c'est l'entraîneur, le gérant de ta partie. Pour le bénéfice des gens qui connaissent un peu moins au niveau international, est-ce que les arbitres, oui, sont encadrés par un superviseur de championnat, mais est-ce qu'il y a de la supervision et du développement, comme on va le voir au niveau provincial ou au niveau national? Moi, je connais pas à mon époque, en tout cas. À mon époque, quand on arrivait au niveau international, c'est que on était choisi et délégué par nos pays. Et il y avait toujours, dans tous les championnats que j'ai faits, des arbitres locaux qui s'ajoutaient aux arbitres internationaux qui étaient là. Et je pourrais raconter des anecdotes de choses qui sont arrivées au Nicaragua, là, mais ce serait trop long. Je vais vous faire grâce de ça. Mais je n'ai pas vu d'entraînement spécifique pour ça. Là. Aux Olympiques, ce qui était arrivé, c'est que le superviseur des arbitres qui était là-bas à l'époque, qui était un Italien. Et d'ailleurs, les deux Américains faisaient des boutons. Ils se disaient, ça n'a pas de bon sens que l'Italien soit responsable de ça, qui était responsable des arbitres. Et là, il était venu avant le début du championnat, on va réviser le système à 4 arbitres. Alors là, c'est lui qui avait le tableau, puis il expliquait les mouvements des arbitres et tout ça. Sauf que, disons qu'il était un petit peu dans le champ. Et dans le champ gauche, c'était pas tout à fait ça. Et bon, à un moment donné, là, il y en a un qui fait un commentaire, il y a un autre arbitre, ouais, mais êtes-vous sûr que vous voulez qu'on fasse ça comme ça, là? Je suis pas sûr. Et là, ça a fini que c'était un des deux Américains. Je me souviens plus si c'était Goss ou l'autre, qui a pris le tableau finalement, puis qui a dit, bon, voici comment on va fonctionner, et c'est lui qui a donné le cours. OK? Alors, quand je vous disais qu'à l'international, il peut y avoir toutes sortes d'affaires, il y a aussi ça qui s'était passé, là, tu sais. Et je me souviens de Fetchut qui me disait un soir, il dit, Bob, là, prends pas ça personnel, là. Mais il dit, ça devrait être un Américain qui est le superviseur des arbitres. Ça n'a pas de bon sens que ce soit un Italien, voyons donc. Là, j'ai dit, hey, Rick, dis-moi, là, je prends pas ça personnel, là. Regarde, je suis bien d'accord avec toi que le gars, là, il l'avait pas, là. Puis si ça avait été un Américain, on n'aurait pas vu ça, là. On aurait vu d'autres choses. Est-ce que vous étiez toujours les mêmes crews de 4 arbitres où il y avait une espèce de rotation? Non, on avait une rotation. Chaque partie, c'était autre chose. Alors, on avait notre horaire comme genre 2 jours d'avance, quelque chose comme ça. Mais non, on changeait. On n'était pas... non, pas du tout. Puis tantôt, on parlait de Lasorda, de Reggie Smith et compagnie. Moi, dans ce que j'ai lu, la personnalité qui m'a le plus marqué, c'est Henry Kissinger, qui était sur place. Hugo, est-ce que tu sais qui, Henry Kissinger? Non, ça me dit rien. Tu connais la guerre du Vietnam?
on va dire. C'est un peu de sa faute, disons-le comme ça. Henry Kissinger, pour les gens qui écoutent ça, vous faites Google, Henry Kissinger. Il est toujours vivant. Ouais, 98 ans, je pense, ou une soirée comme ça. Il doit être pas loin de 100 ans, certain. Et à la finale, moi, j'ai arbitré la finale de bronze. Alors, je suis pas à la finale d'or, mais à la finale d'or, les arbitres, on est dans le VIP en haut, où il y a les marqueurs, et entre autres, qui sont là, et les invités d'honneur. Et tout à coup, ben vraiment, là, à côté, là, il est là, on voit qu'il y a des gens de sécurité qui sont là. On se dit, bon, il y avait l'ambassadeur américain qui était là et son invité était Henry Kissinger. Et Henry Kissinger, c'était le secrétaire d'État aux États-Unis jusque dans les années 70, là. Et on le voyait à la télé pas tous les soirs, mais presque, là, c'était vraiment quelqu'un de majeur. Prix Nobel de la paix. Allez sur Google, Ouais. vous allez voir là, la feuille de route, c'est quand même impressionnant. Et il est assis là, et là, les marqueurs, c'était des marqueuses, c'était toutes des femmes qui marquaient les parties là-bas. Alors, on était souvent avec elle parce qu'elle suivait, était quand même officielle, même si c'était des officiels mineurs, c'était quand même des officiels. Alors, elles avaient droit aux mêmes privilèges que nous, puis ils étaient c'était des locaux, donc elles couchaient à la maison, là. Elles n'étaient pas avec nous dans les logements, mais elles étaient avec nous à toutes les activités et tout ça. Puis elles étaient avec nous aussi, celles qui travaillaient pas, dans la loge de prestige, dans le VIP à la fin. Alors, quand elles se sont aperçues que c'était Henry Kissinger, elles sont toutes allées, une après l'autre, aller se faire photographier avec et tout ça. Écoute, c'était comme un peu irréel. C'était comme, quoi? Henry Kissinger? C'est comme ça, n'avait pas de bon sens. Et il était là donc pour le match États-Unis-Cuba, dans la loge. Puis, non, j'essaie dans mes questions, comme je disais tantôt avant d'y aller, c'est que j'avais une liste, puis on la défile, puis souvent, c'est que tu réponds aux questions avant même que je les pose. Ça, c'est de la chimie. Les Jeux olympiques se sont terminés par une médaille de bronze au troisième but. Ouais. Est-ce que ça a été la fin de carrière, ou à peu près, dans ton cas, je présume? Mais ça, ça l'a été, mais je le savais pas. Au moment où j'ai fait la partie, moi, mon objet, à l'époque, là, j'ai à peu près 42 ans, là, si vous faites le calcul. Moi, je suis convaincu que je vais arbitrer. Je m'étais donné 45 ans. Je m'étais dit, je vais arbitrer encore jusqu'à 45 ans. Et après ça, je vais arrêter. J'avais vu d'autres arbitres plus vieux que moi qui étaient restés très, très longtemps et tout ça, et qui étaient des super bons arbitres, puis qu'en vieillissant, tu sais, ils étaient rendus 50 ans passés, puis ils arbitraient encore. Et je trouvais qu'ils en avaient perdu, puis je trouvais ça dommage, parce que ils laissaient une mauvaise dernière impression, alors qu'ils avaient fait des années et des années en étant des super arbitres, puis ils allaient laisser, avant de se retirer, une mauvaise impression. Et moi, je m'étais dit, je veux pas faire ça. Je m'étais dit, 45 ans, ce serait un peu ma limite, puis j'arrêterai autour de ça. Et quand j'ai fait la médaille de bronze, alors j'ai fait ça, c'était ma dernière partie cette saison-là. À l'hiver, j'ai changé, j'étais enseignant, là. J'enseignais jusqu'à l'an 2000. Et en 2001, début 2001, j'ai eu un autre job très bien payé. Et je suis allé, mais un job où j'avais pas d'horaire de travail précis, c'est-à-dire que je ne savais jamais quand je commençais à 9 heures le matin si j'allais finir à 5 heures ou si j'allais finir à 8 heures le soir. Et là, moi, j'ai fait les assignations des arbitres. Et là, j'ai eu à me poser la question, j'ai dit, bon, là, tu reviens des Olympiques, bon, tout le monde est content pour moi et tout ça. Là, est-ce que je vais me retrouver l'été prochain à appeler régulièrement le booker pour dire, écoute, je peux pas être là ce soir. Tu peux-tu me remplacer? Et là, je me suis dit, je vais me faire détester. Et là, les gens vont dire, ah ben oui, on sait bien, il a fait les Olympiques, puis il se prend pour un autre. Et là, j'ai pris une année sabbatique.
J'ai dit, OK, je n'arbitrerai pas, je vais faire la job pour laquelle je suis embauché puis je suis payé très correctement. Et je verrai à la fin de l'année, puis je reviendrai l'année suivante, si ça se trouve. Mais l'année suivante, j'ai pris mes vacances et la seule chose que j'ai fait en 2002, en 2001, je suis quand même allé donner un stage en Belgique là, d'une semaine à des arbitres là-bas. Et en 2002, j'ai fait la supervision du Mondial Youth que j'avais arbitré avant à Trois-Rivières. Alors, j'ai fait la supervision des arbitres là. Il y avait d'ailleurs Jean-François Pruneau qui était là parmi les Québécois, à qui est arrivé une affaire vraiment pas le fun. Qui s'est passé dans les hautes instances et qui a fait que Jean-François n'a pas été apprécié à sa vraie valeur, là, à mon sens, à moi. Là. Mais enfin, ce serait un peu long à raconter. Et j'avais pris mes vacances pour faire ça. Mais en 2002, ça devenait évident à la fin de 2001 que avec le job que j'avais, c'était pas compatible avec. Alors j'ai un peu à regret, mais j'ai dit bon. J'ai fait quand même les Olympiques. Je suis allé au bout de ça. Je peux pas dire que j'ai pas eu ma part. Là. J'ai eu ma part. Je l'ai bien faite. Je me suis dit, je vais finir comme ça sur une bonne note. Et j'ai refait juste une partie de baseball depuis ce temps-là. Et c'est il y a l'année avant la pandémie, donc il y a 2 ans, 3 ans. 2019, oui. 2019, sur la Rive-Sud, ils ont fait une partie, il y avait un tournoi de baseball Bantam. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu les photos. Et ils ont appelé un paquet de vieux. Ils ont dit, on fait un hommage à des vieux arbitres. Et puis, il y a une partie un peu hors concours, là. Et puis, vous allez aller sur le terrain, puis on va arbitrer. Alors, et là, on est allé, on a fait 5-6 manches. Et là, il y a eu un orage. Et puis, la partie s'est arrêtée comme ça. Le terrain était détrempé. Alors, j'ai arbitré au deuxième but, quelques manches, il y a 2 ans. Pas 2 ans, 3 ans. Mais c'est la seule partie. Et quand j'ai ressorti mon équipement, j'avais les affaires, je rentrais plus dans mes pantalons, là. J'ai ressorti mes chaussures de but. Et il y avait encore de la terre. Et là, j'ai montré ça aux gars quand je suis arrivé là-bas. Je disais, hey, les gars, là, cette terre-là, là, ça, c'est le terrain à Sydney. Mais ça, c'est bon. Mais c'était le fun de voir. C'est drôle parce que ça revenait assez vite, étrangement. Mais c'est la seule fois que j'ai remis les pieds habillé en arbitre sur un terrain de balle. Mais est-ce qu'on peut toujours te voir sur les terrains? Ah non, non. Ou... Autour du terrain, oui. Ouais, autour. Oui, non, ça n'importe quand, moi, ça me fait plaisir là, d'aller. Regarde, moi, le baseball m'a beaucoup donné, ça va me faire plaisir de redonner. Là. Oui. Oui, au stade, si vous allez au stade à Trois-Rivières, ça a été très gentil des gens à Trois-Rivières il y a quelques années. Ils ont pris le vestiaire des arbitres oui. à Trois-Rivières et ils ont mis une plaque, ils ont nommé le vestiaire à mon nom. Alors, il y a ma photo sur le vestiaire, sur la porte du vestiaire. Et je l'ai fait 2-3 fois où à un moment donné, je suis allé voir des parties de baseball qui étaient là. En général, il y a toujours un Québécois, même quand c'est des Américains qui arbitrent là. Alors, quand je voyais qu'il y avait un des arbitres que je connaissais, je suis allé, je l'ai fait l'été passé. Alors, je vais à la porte, je cogne à la porte. Alors, il y a un arbitre qui rouvre la porte. Là, je leur dis, c'est vous autres les arbitres? Je dis, moi, c'est moi ça sur la porte. Et en général, ils partent à rire, puis je suis allé faire une petite jasette avec eux autres. Mais c'est le plus que ce que j'ai fait là. J'ai pas eu de rôle actif depuis ce temps-là. Donc, pour finir la question de Jean-François, oui, c'était ma dernière partie, mais quand je l'ai faite, je savais pas que c'était ma dernière partie. Oui, mais c'est devenu ma dernière partie. Les gens le voient à l'écran en ce moment. Là, vite, là, j'ai sorti une image que j'ai amenée là, sur le show. Mais c'est la plaque qu'on voit au stade à Trois-Rivières. Qui, à mes yeux, va toujours rester le stade Fernand Bédard, là, peu importe la commandite. Là. Pour moi aussi, ça va rester le stade Fernand Bédard. Je comprends qu'il y a des commandites et tout ça, mais Fernand Bédard, c'est l'âme du stade à Trois-Rivières. Moi, ça m'a fait de la peine quand ils ont enlevé. Et j'ai eu l'occasion de le dire à des personnes à Trois-Rivières, de dire, écoute,
le nom de Fernand Bédard est parti du stade, puis le mien est encore là. Celui de Fernand devrait être là bien avant moi, là. Mais sauf que il va y avoir un musée au stade à Trois-Rivières qui devrait ouvrir cet été avec plein d'archives et d'objets que Fernand Bédard a gardés, là. Ils vont faire un musée avec ça à l'intérieur du stade. Alors, pour ceux qui iront au stade à Trois-Rivières l'été prochain. Oui, puis de ton côté, je crois qu'il y a une exposition qui tourne à Trois-Rivières en ce moment où est-ce qu'il y a plusieurs items sportifs. Ça, c'est du côté du centre Alphonse Desjardins, je crois. Là, je vais le montrer à l'écran en ce moment. Manteau, casquette, quelques photos, balles signées, indicateurs, balais qui ont été mis en vitrine à l'intérieur du centre Alphonse Desjardins pour rendre hommage à cette carrière-là qui a été Ouais, c'est couronnée que des Jeux. en Mauricie, il y a l'équivalent du temple de la renommée là, du baseball de RDS et tout ça. Là. Euh, il y a la même chose en Mauricie pour les sportifs de la Mauricie. Et moi, j'ai été intronisé au temple de la Mauricie il y a un certain nombre d'années. Et avec tous ceux qui ont été intronisés, ils font des espèces d'expositions itinérantes dans certains lieux à Trois-Rivières. Pendant un bout de temps, je pense que c'était dans un centre commercial. Et je ne savais pas, j'ai appris ça en fin de semaine que ben là, ils ont mis quelque chose sur moi. Alors, ça va être là pendant un certain temps. Puis ensuite, ils l'enlèvent, ils remplacent par d'autres personnes. Euh, alors non, c'est très honoré de ça. Là. Il y a des gens qui m'ont pas oublié. Là, j'imagine, à Trois-Rivières. Mais de toute façon, avec la plaque au stade, là, c'est assez visible. Là, même si on veut la manquer, on peut pas. Là. Et Ouais. le vestiaire des arbitres à Trois-Rivières, là, c'est le vestiaire le moins bien caché que j'ai jamais vu. Exact. C'est... Mais qui est beaucoup mieux qu'à mon époque à moi. À mon époque à moi, c'était des murs en plywood, là. Ben, ils sont encore en plywood. Ben, en Ils fait, sont plus hauts, peut-être. ils l'ont construit plus gros, puis ils ont coupé l'espace par la suite. Ouais. C'est ce que j'ai constaté l'été passé, là. Mais... Ben, parfait. Mais Robert, on t'a gardé plus longtemps que prévu un petit peu, mais c'est tellement passionnant de redécouvrir ces années de baseball-là pour Hugo qui était visiblement pas né au moment des Jeux Olympiques de Sydney, mais de découvrir cette époque-là. Moi, j'ai commencé à arbitrer en 1998, alors même là... j'en étais à mes débuts de carrière, puis je regardais un Canadien qui avait atteint ces niveaux-là. Je trouvais ça exceptionnel. Mais de revisiter l'an 2000 comme ça, puis même auparavant, c'est vraiment quelque chose de super riche en termes de contenu. Ah ben écoute, merci à vous deux, merci à tout le monde au comité des arbitres aussi là. Mais écoutez, comme on dit, le gars peut sortir du baseball, mais on peut pas sortir le baseball du gars. C'est regarde moi je reste un amateur de baseball et puis toujours beaucoup de plaisir à aller sur les terrains et, et ça fait plaisir aussi que plus de 20 ans après que vous pensiez à m'inviter comme ça fait non, ça fait chaud au cœur. Et moi, je peux vous dire que quand j'y ai été, en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis le seul Québécois là, qui l'a fait, mais je me souviens très, très bien que entre les manches des parties à Sydney en particulier, la clôture du fond, la clôture était toute bleue, puis il y avait le logo des Jeux de Sydney qui était à plusieurs endroits. Et je me souviens quand j'étais là, entre les manches, parce que je voulais pas me laisser distraire, mais je regardais le logo des Jeux de Sydney et je me disais en moi-même, ça, tu ne reverras jamais ça une deuxième fois dans ta vie. Alors, regarde-les comme il faut, là, parce que tu ne reverras pas ça de ton vivant. Et je peux vous dire que j'ai savouré ces 2 semaines-là que j'ai passées. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Parfait. Mais un gros merci. Merci beaucoup à Hugo qui a accepté hier soir de prendre la relève de Simon. Puis nous autres, gang, on va se revoir ou bien jeudi à Derrière le Marbre là, pour les gens qui nous suivent, ou on va avoir un autre show du PDA la semaine prochaine. Fait que on s'en rejase bientôt, gang. Merci.